L'épisode de cette semaine est encore une fois présenté par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations. Si vous avez un OSBL ou une association professionnelle qui a besoin de support, d'aide au niveau comptable, au niveau de la gestion du membership, contactez les gens de chez SPG. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Cette semaine, on se prépare pour la Coupe UTEC, les Carabins qui sont en demi-finale canadienne. Bon podcast tout le monde. Saskatchewan! On ne pouvait pas ne pas le mettre. C'était un must. D'après mes recherches, c'est la première fois que les Carabins jouent contre Saskatchewan. Donc, ce sera une première au Sepsum la semaine prochaine. Ben, dans le fond, dans 4 jours. Avec moi pour parler de ce match. Mon Dieu, je n'ai même pas sorti mes affaires. La ninja des inscriptions des montagnards et notre experte de football canadien universitaire, Tamélia El-Kadi. Bonjour. Bonsoir. Un homme qui est tellement de schlag que ses tatouages ont des tatouages, François Mathieu. Bonsoir. Yo. Et un homme qui se demande toujours comment s'habiller pour le match, même quand il est rendu au match. François Arbour, bonjour. Ça va bien? Ce serait plus Sylvain, mais il y a déjà assez d'un François. Hey, je fais dur, mon affaire. Anyway. J'ai manqué mes présentations cette semaine. On se reprendra la semaine prochaine. Quand les Bleus auront gagné encore. Mes couleurs. Exactement. J'ai mes vieux gears vintage, moi, aujourd'hui. Ouais, c'est quoi ça, dans un magasin de seconde main? Ouais, exactement. Hey, regardez, là, attendez, là, Chris, que j'ai de la misère. Pour ceux qui le voient en audio, le François a un beau jacket Nike. Ah ouais, mais regardez, là, c'est le truc, tu sais, One Piece louche avec le logo dans le dos. Frank, il faut que tu ailles prendre une mesure d'ADN, on veut savoir à qui ça appartenait. Ben ça, c'est le genre de truc qu'un coach avait, tu sais. Ouais, les Gear Carabins, ils n'ont jamais eu de Gear Carabins. Nike, les Carabins. Ça se peut que ce soit genre un prototype, au début. Non, au tout début, les premières années. Ouais. C'est peut-être l'original du saut, Frank. Il l'aurait donné aux bonnes œuvres. D'après moi, il y aurait bien de l'ADN dessus, mais ça, c'est un autre paramètre. All right. Mais tu sais, j'ai un vieux chandail là, de la première année. Je pense aussi que c'est un gear Nike. Mais c'est pas grave. Mais c'est quand même nice que ce soit vintage. Je pense le mettre samedi. Si la température le permet. En dessous de mon autre. Il annonce fret en crime. Là. Ça va te prendre une coupe de couche, là. Plus que toujours le commentaire de Sylvain. Le moto. Une de plus que ce qu'on pense avoir besoin. Oui, à ce temps-ci de l'année, c'est extrêmement vrai. Sur ces paroles de sagesse, on va faire un bref retour sur les autres demi-finales canadiennes parce que là, c'est rendu extrêmement pertinent. On est rendu dans le carré d'as pour la Coupe Vanier. Bon, évidemment, on va s'attarder plus longuement sur ce qui se passe entre le Québec et l'Ouest au cours de l'émission. Mais on va aussi faire un petit retour sur ce qui s'est passé dans le reste du pays. En commençant par l'Ontario, Western qui l'emporte 29-0 contre Queens. Qu'est-ce qui s'est passé là? Queens n'avait pas perdu de l'année, puis aucun point. Il y avait gagné. Les conditions météorologiques, c'était très, très, très venteux et frisquet. Je pense que ça n'a pas aidé Queens qui a un jeu au sol, mettons, ordinaire. Western a marqué des points rapidement, ont créé quelques turnovers en première demi qui ont pris une avance de 26-0 à la demi. Là. Je veux dire, le match était fini à ce moment-là. Là. Il ne s'est rien passé en deuxième demi. Là. C'était plutôt plat. Western avait-tu la réputation d'avoir d'une défense impénétrable? Je les ai moins suivis. Non, moi, j'ai bonne leur défensive, mais pas extraordinaire. Je pense que C'était surtout leur attaque. En Ontario, je trouvais que la défense de Guelph était plus solide que celle de Western. Western, c'est qu'ils ont 3 porteurs de ballon très excellents. Quand ils se mettent à pander, tout roule là. Si t'es pas capable d'arrêter leur jeu au sol. Curtis Joseph est encore là? Non. Il est terminé, hein? Oui, il est terminé. Leur QB, c'est un transfert de McMaster.
qui est correct, mais c'est pas leur force. Ils ont toujours eu des bons corps arrière. Là, si tu penses à Merchant, cette année, je trouve qu'ils ont eu moins à le solliciter. Ben, bravo à eux. Là. Fait que, Si tu regardes les stats, là je suis. Parce que moi, je ne les ai pas vraiment suivis. Là. Je suis sur le site de l'UA pour regarder les stats de l'équipe. Western est bien évidemment l'équipe qui a compté le plus. Hey, c'est 42 points en moyenne par game. Ouais. Puis le plus proche, c'est Waterloo à 25. Ouais. Fait que, tu sais, là, ils sont carrément dans une classe à part. Fait que c'est pas leur défensive, leur patente, c'est leur attaque. C'est vraiment leur attaque. Ouais, mais il ne faut pas que tu oublies, Sylvain, là, que cette année, à cause de la COVID, ils ont séparé l'Ontario en deux, l'Ouest puis l'Est, puis chacun jouait juste par. Ouais, l'Ouest était clairement plus fort. Là. Même York était bon. Oui, c'est ça. La problématique a pas mal été que l'Est était à chier. Là, fait que Queen était comme la seule qui était bonne. Toutes les autres équipes étaient assez ordinaires. Carleton et Ottawa avaient des bonnes équipes. Ils ont plusieurs joueurs du Québec. Ils ont été très décevants cette année. Oui, ça a vraiment été ordinaire. Moi, je m'attendais à ce que Carleton soit bon cette année. Puis ils ont perdu quelques matchs qu'ils menaient. Et je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne sais pas s'il va y avoir du changement de personnel. Il semble avoir la grogne sur ce campus-là. Sylvain, dis-toi que Toronto, oui. Toronto, U of T, OK? Toronto a une très bonne saison. Très bonne saison. Ils ont accueilli une partie de playoffs cette année. Mais rappelons que 2021 est l'année où Sherbrooke a battu de Laval. Hein? Et voilà. Il y a des choses. Il y a aussi le fait que c'était des calendriers plus courts aussi. C'est parti, ouais. Quand tu penses dans l'Ouest que Calgary n'a pas fait les séries, normalement, il les aurait fait. Ça va être un calendrier de 8 matchs. Je suis convaincu que ça n'aurait pas été UBC en série, mais Calgary. Ouais, okay. Je pense que le résultat du 29-0, c'est vraiment tout simplement juste que l'Ouest était tellement plus fort que l'Est. Ouais. On ne peut pas vraiment le comparer parce que les deux conférences n'avaient pas les deux. Ouais. C'est comme Tam a dit aussi, on se retrouve dans des conditions climatiques qui fait que tu ne peux pas lever le ballon. L'équipe qui est capable de courir, dont c'est l'identité, a un très gros avantage. Puis de toute façon, je pense que la logique est respectée. C'était peut-être un peu plus à sens unique que ce qu'on aurait été droit de s'attendre, mais ça reste que Western était favori pour sortir de l'Ontario. C'est ça que c'est passé. Dernière statistique, je suis encore là. Sylvain, la défense de Western, c'est celle qui a accordé le moins de points de toute l'Ontario avec moins de 10 points. C'est pour 9,9. C'est normal. Ils passent le plus de temps sur le terrain que toutes les autres équipes de la conférence. Ils contrôlent le ballon. Très, très bon point. Et après, c'est Queens avec 10,1. Donc, les défensives de ces deux équipes-là s'équivalaient. Mais l'offensive de l'une était tellement plus forte que l'autre. Parce que Queens avait une bonne équipe. Fait que la question pour faire la transition, c'est par combien de points Western va battre Saint-FX? Ouais, on va y arriver. BU, qui ont réussi à se rendre en finale de l'Atlantique pour la deuxième fois. Ils étaient dans le match jusqu'à la fin, Bishop. Ouais, contre Saint-FX, nos amis de Antigonish. Un match plus serré, celui-là, qui s'est terminé 25-17 pour Saint-FX. Donc, il va aller représenter l'Atlantique au Mitchell Bowl. Là, avec Quoi dire de la finale de l'Atlantique? C'est ça. Bishop a donné une frousse. Ben, Bishop a manqué d'opportunisme parce qu'ils ont créé des revirements puis ils ont laissé des points sur le terrain en n'étant pas capables d'aller en profiter. Parce qu'il aurait pu remporter ce match-là. Je trouvais que Saint-FX avait une bonne équipe, mais Bishop aussi. Puis Bishop, comme toute l'année, s'est tiré dans le pied aussi avec des mauvaises punitions. Est-ce que le QB de Saint-FX est revenu? Est-ce qu'il va revenir? Le QB. J'ai pas remarqué si c'était leur QB partant qui est revenu, mais j'ai l'impression que non. Okay. Moi, j'ai plus l'impression. Moi, je les ai vus, BU, puis ce que j'ai noté sur place, c'était pas. Ça a été représentatif de toutes les statistiques que j'ai regardées. Là, manque d'opportunisme, pas capable de finir ses drives. La défensive n'était pas mauvaise, mais à un moment donné, toujours sur le terrain. Fait que, parce que le jeu au sol n'avance pas, parce que le corps arrière, aussi bon soit-il, ça manque d'opportunisme, ils n'ont pas de batteur. Des niaiseries de même, là, c'était pas facile. Là, c'est une équipe un peu plus complexe, puis je pense que Saint-FX, c'est l'équipe un peu plus complète du Maritime depuis 2 ans. Là. C'est bizarre, le Maritime, de toute façon. Oui, ils sont sur un autre rythme, sur un autre modèle aussi de développement des programmes. Donc, c'est dur de les comparer. Les punitions ne sont pas appelées pareil aussi. Non? Je pense que Bishop a de la misère à chaque année à s'adapter là-dessus.
Oui, parce que c'est des joueurs du Québec, il ne faut pas la grande majorité. Exactement. On va passer vers l'autre finale de conférence qui nous intéresse peut-être un petit peu plus cette semaine. Les Bisons du Manitoba qui s'en allaient visiter Saskatoon, si on l'a vérifié, l'Université de Saskatchewan. Un match qui n'a pas vraiment été serré, un peu particulier. Manitoba a parti quand même assez fort. Ils ont mené une bonne partie du match. Là. Puis après ça, Saskatchewan a allumé la switch. Ils se sont ajustés à la demi. Là. Ça a été, après ça a viré en blowout. Là. Ça a été quelque chose comme 40 points sans réponse. Donc, victoire des Huskies 45-17 qui remportent Canada West pour s'en venir à Montréal pour le UTech Bowl. On va parler rapidement du fameux match de la Hardy Cup. Donc, comme j'ai dit, c'était à sens unique. Les Huskies qui ont couru, mon Dieu, qui ont couru. Ça a été la signature du match. Là, on voit un touché par la passe, mais c'est sûr qu'il y a eu des passes aussi. Là, c'était pas seulement la course. On parle de 300 quelques verges de course. Quand même énorme. Là. Ouais, mais moi, j'ai regardé les highlights. Là, ouais, mais ils ont quand même... il y a de la passe en masse aussi. Là. Là, ils ont 300... Il y a de la passe en masse. Là. Il y a 381 verges de passe. Mais j'ai écouté je me suis mélangé, excusez-moi. J'ai dit une bêtise. Dans ce match-là, c'est 381 de passes. Attendez, je ne vais pas me tromper. Là. Ben oui, puis 65 net de rushing. Puis moi, te le dire, là, je comprends pourquoi tu t'es trompé parce que ou tu as eu l'impression que les highlights, c'est de la course qu'on voit. Je comprends pas parce qu'il y a eu un touché en fin de match qui était à peu près une course de 70 verges, le gars traversé. Ouais, c'est ça. Là, et ça doit être... ça. OK, je vais me reprendre. Là. 220 verges par la passe. Vas-y, Eric. OK. C'est parce que là, je me mélange parce que j'ai les statistiques des deux équipes devant moi. OK? Des deux matchs, la demi-finale et la finale. OK. Dans le match Manitoba-Saskatchewan, 391 au sol, 220 par la passe. OK? Un touché par les airs, 2 touchés, 4 touchés au sol. Donc, c'est vraiment un match que c'était quasiment 2 verges pour 1 au sol. Alors que le match contre UBC en demi-finale, puis on y reviendra, c'était absolument le contraire. C'est ça, j'avais les stats de UBC. Peu de courses. Donc, pour le match contre Manitoba, on a vu le ballon au sol. C'est peut-être aussi dû au fait que que Saskatchewan, à un moment donné, a parti. Puis là, dans le fond, tu fais juste courir le ballon dans ce temps-là. Mais clairement, ils sont adaptés à un adversaire qui était moins fort contre la course. Puis il faisait pas chaud, hein? J'ai écouté, non, il faisait pas chaud. J'ai écouté à peu près 90% du match. Mais ça, c'était le genre de rencontre de la Coupe Hardy. Puis c'était le genre de match, à tous les jeux, il y avait un bison à terre qui était blessé. Peut-être pas à tous les jeux, mais tous les 2 jeux, il y avait un bison à terre qui avait de la misère à se relever, qui traînait de la pape. Puis jamais c'est arrivé du côté de Saskatchewan. Fait que sans te dire que les bisons, ils sont arrivés maganés, c'est ça? Possiblement, là. Puis tu sais, Saskatchewan, je pense que je n'ai pas vu un à terre. Puis fait que c'était un ratio de 4 contre 1. Tu sais, des fois, nous autres aussi, on a ce genre de match que soit c'est toujours notre équipe à terre ou c'est toujours l'autre de l'autre équipe, mais ça finit pas fort habituellement. Donc, un match qui n'a pas fait de doute, vraiment, du début à la fin. Donc, on a les champions de l'Ouest, les Huskies. Qui ont l'air d'avoir une belle foule en passant, hein? Le monde. 2005, ce game-là. Ouais, 2005, c'est vrai. 2005, ben j'ai la stat. Je suis allé voir, moi aussi, parce que je me suis posé la question si... parce que là, on va se le dire, là, on est-tu rendu à notre étape où on parle d'eux autres ou on parle de... Oh non, on a 2 secondes. On a 30 secondes pour parler du prix. J'ai dit, on va faire un preview de la Coupe Mitchell de 30 secondes. Donc, c'est les Western contre Saint-FX. Bon, il en reste 10, il reste 10 secondes. Western va gagner par 40 points. OK, next. Hey, attends. Ça va dépendre des conditions météo. Là. Si y a de la neige, comme on est prévu ici, c'est ça. Là, ça va être entre 30 et 70, dépendamment des conditions. Je vous rappelle mais pour la petite histoire, il avait gagné combien Western dans leur dernier affrontement contre les Maritimes? 81 à 0. 81 à 0. Il y avait eu un touché à chacune de leurs possessions jusqu'à la dernière possession où ils ont juste eu un field goal. C'était
C'était tellement niaiseux. C'était gênant. C'était gênant. Ah, pour ceux qui sont moins familiers avec le football à travers le Canada, là, la division Atlantique, là, c'est pas le même niveau que les autres conférences au Canada. C'est des petites universités, c'est plus dur sur le recrutement. Chaque équipe a 2-3 bons joueurs, mais le reste... Donc, une fois arrivé en demi-finale, surtout contre une équipe très forte au sol et crinquée en attaque comme Western, ça va être horrible. Si vous voulez pris une équipe plus défensive comme Guelph, par exemple. Si vous voulez voir CBC Gem, si vous voulez voir un blowout à compter de 11 heures. Ouais, ou TVA Sport. TVA Sport présente les 2 matchs aussi. Oui, ça va être Chouari probablement qui va faire la description comme d'habitude. On sort le grand roue pour les grandes occasions. C'est ça. Donc, ceux qui n'ont pas TVA Sport, c'est disponible en anglais sur l'application de CBC. Ça ne sera pas à la télévision, mais c'est disponible en direct sur... comme ils ont fait avec tous les matchs de championnat du U-Sport. Il y en a qui ont écouté le soccer en fin de semaine, le rugby. C'était disponible sur cette application-là. Ça, c'est le fun parce que ça rend accessible le sport, même si ce n'est pas à la télévision. Au moins, tous les matchs étaient diffusés. C'est l'équivalent du Tout.tv de la CBC. C'est une belle application. Exactement. Ouais. OK. Donc, François, je te lance. Maintenant, on va parler de la Coupe UTEC parce que les Carabins étaient en congé la semaine passée à cause d'une particularité de calendrier, surtout parce que les autres conférences avaient décalé d'une semaine. On connaît maintenant l'adversaire. On l'a mentionné, les Huskies de l'Université de la Saskatchewan, qui s'en viennent à Montréal au Sepsum pour affronter les Carabins, système de rotation. Leur entraîneur de jeudi après-midi. Hein? Oui. Ils arrivent jeudi après-midi. Ils arrivent jeudi après-midi. Mené par leur entraîneur de 4e année, Scott Flory, ancien joueur de ligne offensive des Alouettes de Montréal. Petite connexion montréalaise là-dessus. Premières impressions là-dessus, on s'attend à quoi? Tu sais, la dernière fois qu'on a eu la UTEC à Montréal, c'était contre les Bisons, puis on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être la plus belle partie qu'il y a jamais eu. Puis autant c'était féerique, que c'était beau, que c'était une partie qui s'est arrangée sur le dernier jeu. Le stade était bleu. Je pense pas que ça va être aussi féerique que ça. C'est plate, là, mais... Bon. Je m'explique. Tout comme la demi-finale, j'ai l'impression que ça va être une partie qui va être dure à vendre. Au guichet, je pense pas qu'on va réussir à être sold out. Je sens pas l'effervescence, je sens pas la magie, je sens pas le spark que le monde va remplir. La crise de COVID nous a cassé de quoi? Ça sera pas plein, ok, malheureusement. Ceci étant dit, ça risque d'être une grosse partie. On se posait la question s'il y avait eu des bonnes... Il y avait bien du monde en Saskatchewan, 2500. On risque d'être à peu près 2500, 3005. Donc, on a déjà plus que 2500 vendus. Ah bon, mettons qu'on va être 3005, mais ça va être un 3005 bruyant, probablement qu'ils n'auront jamais eu autant de bruit. J'ai écouté les highlights des Huskies, parce qu'on va se dire, je n'ai pas écouté une seule game d'eux autres. Ils m'impressionnent quand même sur les 2 fronts. Leurs 2 fronts, je pense que c'est ce qui est... ils ont un bon porteur de ballon, là, probablement le meilleur porteur du ballon de la Ligue, là, celui qui va probablement sortir CFL cette année. Mais je pense pas que c'est le porteur de ballon qui est si bon, mais plutôt leur grosse O-line. Vous regarderez là, contre les Bisons, là, à aucun moment leur corps arrière a été intimidé. À aucun moment, il a-tu se préoccupé de y a-tu un joueur qui va me sauter dessus. Pourtant, les Bisons ont une bonne défensive. La O-line est extraordinaire pour le protéger, puis était surtout extraordinaire pour ouvrir les trous. Et ça l'a permis du jeu au sol et du jeu aérien. Et sur l'autre côté, ils ont eu combien de revirements, je ne sais pas, mais les revirements étaient surtout causés par la pression. Ils ont 3 gros D-line, 93, 90, 91. Ils ont 2 bons secondaires. C'est une équipe de ligne. C'est sûr, c'est sur ce côté-là qui me semble totalement parfait. Ils me font penser au Rouge et Or des grosses années. C'est pas compliqué, c'est ça. Je pense pas que le corps arrière est si bon que ça. Je pense juste il n'est pas mobile du tout. C'est ça, mais Chris, il est tellement pocket, la pocket est tellement grosse. Il va falloir mettre de la pression, puis je ne sais pas si on va être capable. Tam, tes premières impressions là-dessus?
Contrairement à François, je trouve que leur secondaire, c'est probablement là leur faiblesse. Là. Mais dans le type de défensif qu'ils jouent, là, je pense que si on a exploité quelque chose, c'est de tester leur secondaire avec notre vitesse. Ouais, du côté offensif, ils sont balancés puis ils sont capables de jouer les deux styles. Donc, si on ouvre la course, ils vont courir. Si on leur donne la passe, ils vont passer. Ils ont un très bon quatuor de receveurs qui sont capables de briser des plaqués. Puis, je pense que la clé va être que nos joueurs de défensive réussissent leur bloquer puis leur plaquer. Ils ne peuvent pas se permettre de comme ils ont fait avec Mittal, de le laisser aller une couple de fois parce que tu manques des bloqués. Là, tu en as 4 de même. La partie peut être longue. Sylvain, premières impressions de cette demi-finale-là? Moi, je pense que. Je vais vous raconter une longue histoire. Là. Les Huskies, en 2019, ils étaient favoris pour gagner la Hardy Cup. Mais malheureusement, il y avait Mark Hart, le running back que vous parlez. Leur QB était blessé. Mark Hart était blessé, mais il était présent. Mark Hart, pas Mark Hart, mais comment il s'appelle le QB, Tam? Nicus. Un nom comme ça était blessé. Clausen, il était sur une chaise roulante, ses lignes de côté. Il y avait beaucoup, beaucoup de blessés. Puis c'est pour en fait, c'était pas lui le corps arrière partant cette année-là. Non, il a pris le lead cette année. Mais, il y avait beaucoup de blessés. Puis Calgary a passé en avant. Fait que là, c'est une équipe qui a. Ils ont 5-6 leaders. Autant dans ces lignes que François parlait. Oui, ils ont quelques joueurs que c'est des sixièmes années qui sont revenus. C'est des cinquièmes et des sixièmes années. Fait que c'est des gars qui reviennent en mission pour gagner le truc. Là. Frank disait qu'il y avait un running back, mais en fait, ils en ont 3. Là. Ils ont Mark Hart, que tout le monde parle. Mais le Hart, je ne suis pas capable de prononcer son nom. Mais ils l'appellent aussi les retours de beauté. Ouais. Ils ont Chewy, qui a fait beaucoup, beaucoup de portée dans la deuxième demi. Puis ils ont l'autre qui ressemble un peu à Sébastien Lévesque, là, qui fait des retours de beauté également. Un gars très, très explosif. Là. Ouais. Quand il passe la ligne, Zim, il court super vite sans respirer. Là. Il est vraiment dur à arrêter. Fait que c'est une équipe qui est quand même bien bâtie au sol. En défensive, il y a moins de stocks spectaculaires. Ils ont un DB qui est connu, là, Lukumba, je pense. Ouais. Il est un petit peu grassouillet, mais il est pas mal sur tous les jeux. Puis ils ont le secondaire Weeby, qui est le Weeby, qui est un transfert d'Oregon. Le gars a joué avec Chose Herbert, qui est le QB de San Diego. Ben, il n'est plus à San Diego, là. Les Chargers de Los Angeles. Le gars a aussi plaqué Jonathan Taylor dans sa vie. C'est quand même un exploit. Là. Fait que lui, il venait jouer la UTEC de pas stresser tant. Là. Fait qu'ils ont quand même plusieurs bons éléments. Beaucoup de. Puis Frank parlait de la O-line. Là. Ils ont 2 gars à chaque côté qui sont 6 pieds 8, 340. Là. C'est des monstres. 62 et 60, je pense. Là. On est dans la fin de cycle du recrutement de Fleury aussi, parce que là, c'est à la 5e saison avec la COVID. Là. On va les passer par unité, voir si on peut décortiquer les formations, parce que François l'a mentionné, évidemment, ça commence par les lignes, ça commence par la profondeur aussi, puis les joueurs qu'on a là. Donc, le nom qu'on cherchait, Nias, qui est le corps arrière, moi, je l'ai vu un peu dans les highlights. Peut-être pas mobile, mais a un bras décent. Il a tapé une dans le fond, dans le dernier touché du match. Je trouvais meilleur que Desjardins, personnellement, là, au niveau de la puissance pour le bras. Mais la force de leur groupe de receveurs, c'est le yard after catch. Ouais. Les hosties de slant route, les tracés en diagonale tout le temps. C'est une de leurs forces. C'est pas des marchands de vitesse, par exemple. Non. Hein? C'est des bonnes mains, des gars qui couvrent, des gars qui bloquent. Il ne faut pas les laisser atteindre leur vitesse. Comme Clausen, là, qui est un 5e année. Il y a Clausen puis Baker qui sont les 2 leaders. Le Baker a été repêché par Toronto. Barry aussi, là. Ouais, Barry aussi, on voit. Fait que comme dirait Coach Machucha, il distribue bien le ballon. Mais le défi ici, pour contrer cette attaque-là, je pense pas que notre front défensif va réussir à passer
pour aller faire beaucoup de sacs du score. Je pense que c'est la deuxième ligne qui va peut-être réussir à passer pour y aller. Je ne sais pas s'il faut jouer avec une hyper-agressivité là-dessus. Moi, je pense qu'il faut plus y aller avec je pense qu'on va y aller avec nos blitz exotiques habituels. Là. Ouais. Bon, on y reste-tu avec le 4-3 qu'on a fait à la fin ou on revient avec un 3-4? Parce que là, on s'est rendu compte que, tu sais, là, est-ce qu'on essaie de couper le jeu au sol puis on est dit à essayer de nous battre par les airs? Moi, c'est ça, j'essaierais. Moi aussi, je pense que c'est la stratégie. Là. Parce que la température ne sera pas là. Ce n'est pas une température de gunslinging, puis tu envoies le ballon n'importe où. Il va faire frette, dans le meilleur des cas. Puis leur corps arrière n'est pas mobile. Fait que même si tu le sacs pas, si tu couvres bien, puis tu mets de la pression dessus, ça va l'affecter. Mais la défensive des Carabins est comme excitée quand elle commence à sentir du sang de QB. Là. Elle se lève à un autre niveau parce que le corps devient plus nerveux. Il y a 2-3 hits en arrière de la tête. Il précipite un peu ses gestes. Fait que on dirait que la défensive s'anime quand ils réussissent à mettre de la pression. Fait que les coachs doivent le savoir et ils vont probablement pousser dans ce sens-là. Juste pour la petite statistique, là, en 2 matchs éliminatoires, Saskatchewan n'a donné aucun sac. Ils en ont donné très peu cette année. J'ai 5 ou 7 en tête. Ils en ont fait 3. Contre Manitoba, Manitoba n'en a fait aucun. Puis UBC n'en a fait aucun non plus. C'est des bœufs de l'Ouest. C'est ça l'histoire. Mais leurs 2 lignes. Mais moi, vous dire, ce qui me fait plus peur que leur ligne d'attaque, c'est leur D-line. C'est des. D'habitude, les D-lines, c'est. T'as 2 gros, t'as des no tackles, puis t'as des defensive ends. Cherry, le 90 à la dernière game. Là. Wow! Puis là, tu vois, sur ce line-up-là que tu mets, là, le 93. Là, on est en train de montrer la défensive projetée des Huskies versus l'attaque prévue des Carabins. C'était les joueurs qui étaient en uniforme la semaine passée. Là. Donc, évidemment, pour les Carabins, on a les habituels, là, Sénécal, Beaulieu, Dosso, Chabot, Fiscasso, Taylor, Sim en arrière, puis nos bonhommes de ligne. Moi, j'ai hâte de voir comment notre ligne va tenir face à ce front-là. Là. Sérieusement, là, par moment, on a eu de la difficulté. Moi, je pense qu'on va mettre les deux. Je pense qu'on va mettre les 2 fullbacks au bout. Puis on va y aller. On n'aura pas le choix. Toute la game, ça va être ça. Ouais. Tu vois, moi, je ne suis pas super nerveux de l'habilité de l'attaque à se protéger puis à avancer. C'est plus dans l'autre sens. Je me demande, ça va être quoi notre niveau d'efficacité pour les ralentir à l'attaque? Parce que, comme on a mentionné, c'est une attaque super complète, super équilibrée. Alors que dans l'autre sens, c'est un peu notre situation, nous aussi. On est capable de courir, on est capable de passer. Donc, on dirait que je pense que notre arme secrète ici peut être Jean Giraud. Parce qu'il sera sur aucun tape qu'ils vont avoir reçu cette année. Oui, mais il a manqué. Oui, mais Giraud, il manque le speed. Là, il est rouillé. Là. Non, je sais qu'il est rouillé. Je dis que ça peut être notre carte cachée sur certains calls de jeu. Moi, je pense que tu as raison, Tam. Je pense que c'est vraiment, vraiment un bon point. Là. Puis, si vous le savez, la game contre Laval, le genre de jeu Wildcat qu'ils ont fait avec Beaulieu, il aurait été bien plus brillant de le faire avec Giraud. Oui. Mais moi, la patente que j'exploiterais, c'est Widens-Alexandre. Tu arrives avec un marchand de vitesse comme ça, contre peut-être une défensive un peu moins rapide, tu pourras avoir du plaisir. Widens-Alexandre, pour un gros jeu qui te sort, il y en a 5-6 qui perd des verges parce qu'ils jouent trop en largeur de terrain au lieu d'aller dans le sud. Sauf que contre des gros moins rapides, tu peux peut-être les rendre nerveux. Là. Ouais, peut-être. Puis moi c'est la défensive de couverture de Saskatchewan. Je ne pense pas qu'ils sont habitués de dealer avec des receveurs comme on a nécessairement, avec les tracés et la vitesse. Ouais, mais Tam, elle va te dire que les file-potes à Calgary. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais ça n'a pas fait grand-chose cette année non plus. Là. Puis, Calgary, là, moi, ça n'a pas fait grand-chose. Ils ont 300 verges par match. Ils donnent 8 sacs. C'est ça le problème de l'attaque de Calgary. Ils avançaient autant qu'ils reculaient. Non, mais moi, le point, c'est qu'il y a des receveurs qui les ont chauffés. Là. Oui. Ouais. C'est ça, je te dis. Moi, leur tertiaire, je ne leur fais pas confiance du tout. Moi, je trouve que c'est leur point de faible dans leur défensive en Saskatchewan. Je suis d'accord. Ils vont peut-être arrêter notre jeu au sol, mais ça n'empêche que s'il fait froid et il vente un peu, c'est plus difficile à tester. Là. Absolument. Absolument. Mais je pense que Jonathan, Johnny Touchdown, s'il est capable
si on y enlève le feu rouge, ce qui semble être le cas depuis le début des playoffs, ces jambes peuvent faire une sapristi différence, par exemple. Je pense que la clé ou ce qui peut être un facteur, c'est d'utiliser notre profondeur chez les receveurs. Des joueurs qui ont peu vu de ballon parce qu'on s'entend que Dosso puis Taylor, ça va être sur du double coverage quasiment toute la game. Là. Je pense pas que Chabot va être en uniforme. Non, je pense pas. Fait que si on est capable d'utiliser notre... Pourquoi Chabot ne sera pas en uniforme? Moi, il va être sur le protocole de commotion. Là. Ah oui, Chris, ça fait déjà 2 semaines. Ça fait 2 semaines, ça va dépendre de la sévérité. C'est 8 jours. Le protocole de commotion, là, c'est pas une semaine tu reviens. Là. Non, je le sais, mais moi, j'y ai placoté après. Là, puis, tu sais, Frank, c'est encore sur l'adrénaline, ça veut rien dire. Là. Je suis d'accord, puis je parle à la professionnelle d'Acomo, là, je comprends. Là. Mais il n'y avait pas l'air décollé pour une commo d'un mois. C'est pour ça que je vous dis ça. Désolé, moi. Ça veut rien dire. T'as raison. C'est ça, on le sait pas trop. Parce que l'impact de ce plaqué-là, là, des fois, ça peut-être qu'il va être en uniforme, puis tant mieux s'il est en uniforme, mais moi, ça me surprendrait. All right. On n'a pas parlé des botteurs en tant que tel, parce que ça reste un jeu de position. Le botteur de dégagement de Saskatchewan a une moyenne de 43 verges par botté. Quand même, hein? Je ne sais pas s'il est précis, bon. Mais il est long. Il est très long. Pour être long de même, il faut que tu sois correctement précis, sinon ça ne donne rien. Hey, en placement, je pense que c'est le même qui fait les deux. Là. Botteur de placement, il est à 60. Il est en 2 en 3 dans les 2 games de playoff. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas nécessairement les conditions. On est la seule équipe qui a fait beaucoup de bottées de placement aussi. Là. Il est 4 en 6 dans les playoffs. Je veux dire, on est 25 en 29 cette année sur nos bottées de placement en saison régulière. L'équipe la plus proche dans le RSEQ en a réussi 12 placements. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps yin et yang. Qu'on ne réussit pas à finir en red zone. Là. C'est le yin et le yang. Là. On a 12 placements dans la red zone. 12 en 25 tentatives dans la red zone. Mais prenons ça de façon optimiste. Oui, non, je le sais. Au dernier match, ils ont fini. Oui. Là aussi, l'équipe de ref devrait être. En fait, Bertrand Beaulieu a fini. OK, je vais poser la question. Là, vous avez vu les highlights, puis on connaît Laval. Pensez-vous que Saskatchewan est une meilleure équipe que Laval? Ça dépend. Non, en tout cas, c'est une équipe plus expérimentée puis plus affamée cette année. Plus motivée, plus confiante. Plus confiante. Meilleure, athlétiquement, je ne pense pas. Mais est-ce qu'ils représentent une plus grosse menace? Probablement. Ils ont confiance en eux. Ils ont gagné, ils sont sur une série de victoires. Mission, là. Il semble avoir des schèmes de blitz qui ressemblent un peu à ce que McMaster faisait quand on les a vus à la Dunsmore. Pas à la Dunsmore, à la Vanier. Il ressemble avoir... ça ressemble pas mal à une défensive un peu comme ce qu'on avait avant que Touchette arrive. Là. La défensive de Thorpe, Noël Thorpe, là, donc qui part de partout, mais qui arrive, on blitz à 7 là, ou on blitz à 5, là, et puis on défonce la ligne. Ça m'apparaît avec leur genre. Fait que, comme tu disais, Sylvain, il va falloir qu'on sorte les fullbacks. Puis, on a 2-3 formations où on met 6 joueurs de ligne. Là. Je pense qu'il va falloir l'utiliser puis peut-être sortir le screen une fois de temps en temps. Si on peut, mais dans les faits, si on est capable de protéger Sénécal puis de le laisser je pense que le jeu aussi sur des gros sur le gros ligne défensive, c'est de jouer ses ailes, ses extrémités. Là. Ouais. Parce que vous le savez, Sénécal déteste se faire plaquer puis se faire saquer. C'est que s'il commence à le ramasser une couple de fois, on est cuit parce que là. je connais pas même des QB qui aiment se faire saquer là, en général. Je te parlerais d'un roux qui se faisait ramasser, puis plus il se faisait ramasser, plus il découpait l'adversaire. Ouais, lui, il n'avait pas le choix d'accepter, par exemple. C'était ça où il s'en allait chez eux. Mais le roux, c'est pas tellement ses sacs, c'est d'attendre jusqu'à la dernière minute pour laisser partir le ballon, en sachant qu'il va recevoir un hit qui va y faire revirer dans carrément se garocher dans le tas. C'était sa capacité à ramasser. Mais ça va être le fun aussi quand la grosse D-line va se rendre jusqu'à lui, voir si ces petites feintes qu'il a réussi contre Québec, si ça va marcher. Va pouvoir l'aider. Ouais. Moi, je crois que oui. Je pense pas qu'il y a un équivalent dans l'Ouest actuellement que Saskatchewan a vu. Donc, mon
mon gros X-Factor dans ce match-là, c'est le corps arrière. Parce que notre O-line, c'est des joueurs expérimentés, là, Bessette, De Rosier, Lemay, qui me manque? Sévigny. Ouais, ton préféré. Mais ils n'ont jamais joué contre une grosse ligne de même. Là. Non. Ben, pas cette année, en tout cas. Ah, je parle de gros sans poids, là. Je parle pas de gros. Calgary, là, en 2019. Ouais. Calgary, il y avait un joueur, là. Et il nous a battus. Il nous a battus. Mais ça va être. Ce qui est le point qu'on n'a pas parlé puis qui peut déterminer de la game, là, c'est les pénalités. Ça va être de savoir si les Carabins, quelle équipe les Carabins vont arriver. Est-ce que... Tu nous aimes pas pour parler de ça d'un coup, toi. Non, mais sacrément, là, mais normalement, dans les demi-finales, c'est le crew, c'est moitié Québec, moitié Ouest dans le briefing. Ouais, ça va peut-être enlever quelques pénalités d'antisportifs. Ouais, mais ça devrait nous avantager dans les faits. Ça reste qu'il y a des holds, puis il y a des tauntings, puis il y a de l'indiscipline qui pourrait s'éliminer. Puis ça vient de l'intérieur, c'est pas parce que dans l'Ouest, il tolère bien plus les holds qu'ici, on l'a fait cette saison. J'ai écouté la partie, puis j'étais comme, wow! Si on avait du calling de même que l'année, on aurait eu le double de verges à l'attaque. Mais s'il est dans la moitié du Québec, ça veut dire que M. Young va être là, parce que c'est lui le leader du Québec. Mais le holding de la c'est pas lui qui faisait les mauvais calls non plus. Non, c'était un travail à la dernière game, c'était le 46 qui était en arrière, puis le 24. 45. Mais vous regarderez, par exemple, la O-line cette année n'a pas été une O-line de retenue. On n'a pas eu tant de pénalités de holding pour les O-line. Ils n'ont pas triché. Là. C'est peut-être la première O-line que des Carabins a qui ne doit pas tricher justement parce qu'elle se fait déborder constamment. Là, elle a été solide. Mais... J'attends encore un retour de beauté sans holding cette année. Ouais, mais ce qui va vraiment être différent. Moi, j'en attends pas des Carabins. Moi non plus. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'on va être capable d'être aussi émotif sans être désagréable. Là, on ne joue pas contre Laval, donc on n'a pas d'historique contre eux autres, on n'a pas de doigt dans... Personne ne se connaît, là, donc on n'a pas d'amiosité. On devrait pas avoir d'indiscipline qu'on a outrance contre Laval. C'est ça. Puis, on répond normalement. Hein, juste un point sur les unités spéciales. Je pense que, dépendamment de la température, ça peut être le facteur clé. Comme on l'a mentionné, le batteur de Calgary, pas de Calgary, excusez-moi, de Saskatchewan, il a une très bonne jambe. Puis leurs deux retourneurs ne sont pas piqués des verres non plus. Fait qu'il va falloir les plaquer au sol rapidement parce qu'ils ont une bonne moyenne sur les retours. OK. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser la place à la game ce samedi. S'il y en a qui n'ont pas peur du froid, on était une belle gang dans le P27, stationné il y a 2 semaines. C'était un beau Pottergate. Oui, c'était un beau Pottergate. Puis la sécurité a été là, mais n'a pas été là. Fait que, est-ce qu'on aurait un pas de lounge cette année? Ou on va voir ce qu'on fait pas. OK. Mais il n'y aura pas un Chili du président. Il y a il n'y aura pas ça et vous ne pourrez pas en avoir à contribution volontaire. Ce ne sera pas ouvert à tout le monde. Donc, mais si on donne de l'argent aux montagnards, il y a une bourse qui s'en va aux Carabins, par exemple. Ça, oui. Ça, par exemple, ça arrive. Il y a des choses positives. Il y a des choses qui se produisent. Donc, effectivement. Mais blague à part, effectivement, on va se faire un gros drum de Chili. Fait que venez vous en prendre un bol, faites une petite contribution volontaire pour la bourse des montagnards au profit des Carabins. C'est ma contribution personnelle et annuelle. Il est bon, mon Chili. Hein? Il est excellent, Chili. Sylvain en faisait un très bon aussi, historiquement. C'est mon Boilermaker, là. C'est bon, ça. Avec 56 ingrédients, juste mettre les ingrédients. C'est une job en tant que tel. Juste les rassembler. Je me souviens que tu en parlais dès le début de la saison parce qu'il fallait que tu le prépares pendant 8 semaines. J'ai Facebook qui me le rappelle à peu près. Pas de la cuisine, c'est un chemin de croix. Donc, c'est important pour samedi. Mettre une pluche de plus. Hein? Pas peur les mitaines, pas peur les tucs, pas peur les... Après avoir vu pas mal les trucs des Huskies, je pense qu'on va avoir une bonne game. Oui. Moi, je pense qu'on aura une très bonne game. Puis, ça sera peut-être pas la magie de 2014 parce que c'était la première fois, puis ainsi de suite, mais aussitôt qu'on passe la Coupe Dunsmore, il y a une vibe.
Il y a quelque chose de spécial. Fait que si vous hésitez encore à aller au match, arrêtez d'hésiter. Le style de jeu de l'Ouest, moi, personnellement, j'adore. J'en prendrai à longueur d'année. Ça va être très intéressant dans le pire des cas. Ça va être très agréable dans le meilleur des cas. Donc, on va pouvoir en profiter. Merci beaucoup tout le monde. On oublie que c'est à 15h. N'oublie pas que c'est à 15h. On n'oublie pas que c'est à 15h. On surveille ça. Puis, il va y avoir du monde dans le parking de bonne heure pour se stationner. Quand Eric dit de bonne heure, c'est de bonne heure. De bonne heure. Et la game est à 15h. Oui, exactement. Donc, bonne semaine tout le monde. Pour joindre les montagnards, vous pouvez devenir membre pour 20 $. Cette année, la totalité de la somme va être remise dans le fonds de bourse des montagnards qui profite à 2 étudiants athlètes de l'équipe de football des Carabins. Et pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, @montagnards Montréal, YouTube, les Montagnards Montréal. Vous pouvez aussi visiter notre boutique Zazzle. On a une belle collection de T-shirts à surnom. Encore une fois, les profits vont à la bourse. C'était le podcast L'Écho des Montagnards présenté par SPG. Merci tout le monde et on se revoit au match. Allez les Bleus!